Bonjour à toutes et à tous, et merci de vous être déplacés en nombre dans une ville de région pour assister à cette 14e CNMJ, et j'espère que, bien sûr, au moins peut-être une fois sur deux, une fois sur trois, on aura l'occasion en d'autres villes de renouveler l'expérience. Je voudrais commencer cette carte blanche en attirant votre attention sur le fait que la question des enjeux qui peuvent traverser la formation continue, en général, n'est pas des plus documentés sur le plan scientifique. J'ai eu envie, comme ça, par curiosité, de me pencher un peu sur la question, en bon enseignant-chercheur que je ne suis pas, en fait. Elle l'est un peu, s'agissant des enseignants et des professions de santé, des agents publics, mais on se trouve vite démuni lorsque l'on cherche quelque chose dans cette littérature scientifique, sur la formation tout au long de la vie, dans cet autre métier à responsabilité sociale forte, dirons-nous, qu'est le journalisme. Premier constat. Second constat, j'irai vite pour gagner quelques minutes et donc définitivement ne pas complètement annuler cette pause café, qui paraît déjà très menacée. C'est pas beaucoup mieux dans la presse, en dehors de certains espaces bien spécifiques. Pour travailler à cette carte blanche, j'ai donc, je dirais, adopté une posture de terrain, plus proche du journalisme, plus empirique, et j'ai pris évidemment le parti de m'appuyer sur les principaux acteurs concernés dans cette triangulaire, c'est-à-dire les journalistes eux-mêmes qui ont besoin, qui souhaitent se former, ou parfois qu'on envoie se former, on va en reparler, les organismes de formation continue et les entreprises, médias évidemment, qui ont besoin aussi de mettre en place des actions de formation. Je ne citerai pas les interlocuteurs qui ont été les miens, pour des raisons de confidentialité, parce qu'évidemment c'est aussi un secteur dans lequel peut régner un certain nombre, une donnée liée à une forme de concurrence, et puis aussi parce que tous les interlocuteurs qui ont été les miens m'ont parlé à cœur ouvert, et évidemment il s'agit d'avoir un propos global, de mettre le point sur un certain nombre de choses, je l'espère, insistante, récurrente, des axes de tension, puisque c'était la commande qui m'a été faite. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être dans l'eau tiède, peut-être d'être parfois un tout petit peu provocateur, et puis au moins ça servira le débat, et c'est l'objectif. Alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas se permettre de commencer cette journée en rappelant rapidement les objectifs de la formation continue dans un monde idéal. Évidemment, pour le journaliste qui la reçoit, c'est l'opportunité évidente d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, savoir-faire, bref, de progresser dans sa pratique professionnelle, de se sentir plus pertinent, d'obtenir un surcroît de reconnaissance et de satisfaction professionnelle. Alors, à minima, ça veut dire quoi concrètement? Peut-être réduire son niveau de stress en améliorant son aisance sur les sujets ou dans sa pratique des outils. À maxima, évidemment, s'il le souhaite, s'ouvrir des voies d'évolution professionnelle. Pour l'entreprise de presse, il s'agit bien sûr de faire coïncider les compétences détenues en rédaction avec des objectifs stratégiques, globaux ou éditoriaux, fixés par la gouvernance. Il s'agit bien sûr aussi de faire face aux mutations du travail, de répondre aux besoins exprimés par les chefs de service, par les rédacteurs en chef, tout ce qui est lié évidemment aux nouvelles pratiques. C'est bien sûr aussi un levier quand les planètes sont alignées, mais je reviendrai sur cet alignement de planètes, un levier de motivation, de fidélisation et, je prononce le premier gros mot, de performance accrue. Pour l'organisme de formation continue, il y a bien sûr, évidemment, et je passe rapidement là-dessus, mais une dimension financière évidente, donc ça peut être une activité commerciale, donc ça peut être tout simplement gagner de l'argent et faire vivre sa structure. Pour d'autres organismes de formation continue qui ne sont pas dans une logique ou dans une structure commerciale, évidemment, il s'agit de ne pas perdre de l'argent en faisant de la formation continue, ce qui peut en soi déjà être un enjeu, et aussi, bien sûr, un enjeu de reconnaissance. Et pour certains acteurs, notamment les écoles de journalisme reconnues, engagées dans la formation continue, elles ne le font pas toutes, mais certaines d'entre elles le font bien sûr, celles qui nous accueillent, celles que je représente. C'est évidemment la source d'une articulation pertinente, nourrissante, toujours questionnante entre formation initiale et formation continue. Alors, vous vous en doutez, si ce triangle forme parfois une magnifique constellation dans un ciel d'été parfaitement dégagé, ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas même souvent le cas, en fait, parce que les perturbations au quotidien, dans l'exercice très terrain de la formation continue, ont souvent tendance
à surgir entre ces trois acteurs. Alors, évidemment, Christophe l'a dit, je savais bien que tu ne devais pas parler avant moi, en fait, parce que tu m'as volé un truc, mais évidemment, la réputation des journalistes n'est pas de se laisser former très facilement, ni même, ai-je entendu, dans un service RH, d'accepter facilement de se remettre en cause. Je vous laisse en cerner les raisons, même si, évidemment, on peut facilement imaginer que le rythme de travail, le rapport au temps, toujours très contraint, l'actualité, par définition non prédictible, joue un rôle dans ces préventions. Pas facile, évidemment, de se déconnecter lorsqu'on est journaliste. On peut aussi peut-être lancer une piste plus psychologisante, le journaliste étant celui qui, non sans un certain ego, passe sa vie à expliquer des choses aux autres, qui, par essence, apprend beaucoup par lui-même, ce qui peut, mais je vous rassure, si rarement, l'amener à croire qu'il a tout compris avant tout le monde. Je m'empresse de refermer cette parenthèse, non sans au préalable m'inclure moi-même, bien sûr, dans les travers que j'évoque. Pour les entreprises de presse, la formation continue, peu ou prou, je dirais, il y a 3 cas de figure. Si la formation accordée, envisagée, répond au désir de formation du journaliste, tout va bien, il suffit de choisir avec soin la formation, espérer qu'elle sera bien à la hauteur des attentes. Si le désir de formation du journaliste lui paraît exotique, j'ai aussi entendu ça, ou si elle n'entre pas dans ses priorités, il faut expliquer, motiver le refus. Bon. Chose qui n'est pas toujours facile, mais enfin, ça fait partie du job. En revanche, si la formation correspond, et je vais plutôt m'attarder sur ce cas de figure, correspond à un objectif stratégique qui n'est pas forcément partagé avec évidence, et donc le cas n'est pas rare, tout l'enjeu consiste pour l'entreprise à emporter l'adhésion du journaliste au projet de formation. Première tension donc, je dirais, l'adéquation du besoin ou de l'objectif de l'entreprise avec celui du journaliste. Besoin ou objectif qui va devoir prendre la forme, ou pas, d'un désir de formation chez le journaliste. L'enjeu consiste à transformer un objectif stratégique en désir individuel. Et cela va devoir passer, mais parfois ça coince, par une appropriation de l'objectif de l'entreprise par le journaliste. Alors, cette tension-là, ça peut être un vrai petit casse-tête au quotidien pour les entreprises de presse qui vont chercher des moyens de s'assurer l'adhésion des journalistes au projet de formation. Parfois très en amont, en les associant à la définition du projet de formation ou au choix de l'organisme formateur, en ayant bien en tête, ça c'est quelque chose qui est revenu souvent dans mes entretiens, que les journalistes se laisseront plus facilement convaincre par leurs pairs que par la DRH. Certaines entreprises passent ainsi par des journalistes référents sur tel ou tel sujet de formation, voire s'appuient sur des ambassadeurs internes à la rédaction, des journalistes formés, finalement convaincus de l'utilité de cette formation et qui vont porter la bonne parole auprès de leurs consoeurs et confrères. Cette tension peut souvent rejaillir aussi plus en aval sur l'organisme de formation lui-même, et ce, à plusieurs stades. 1, au stade de l'appel d'offres. On m'a ainsi dit au sein d'une DRH d'un grand groupe: j'attends des propositions de formation disruptives qui, sur la forme, vont me garantir de pouvoir embarquer les personnes à former. C'est dire à quel point la tension adhésion au projet de formation peut s'inviter très tôt, dès la définition du cahier des charges de la formation demandée. Cette tension, deuxième point, deuxième stade, peut aussi se faire sentir pour l'organisme de formation dans le cours de la formation elle-même. On imagine facilement comment un groupe de personnes formées, de journalistes qui sont en train d'être formés, un groupe un peu en résistance passive, voire à l'intérieur d'un groupe quelques individus un peu rétifs, peuvent dérégler, entraver la dynamique de formation mise en œuvre. C'est alors aux formateurs de trouver la bonne posture, les bonnes ressources pour dépasser cette méfiance, voire parfois cette défiance, et éviter les blocages du type « c'est très bien, mais j'aurai jamais le temps de faire ça, de toute façon, je n'en aurai jamais les moyens », ou alors « vous n'avez rien compris, ça ne fonctionne pas comme ça dans ma rédaction ». La tension, enfin, troisième stade, peut se faire sentir en fin de formation, au moment de l'évaluation de la formation. Mal évaluer une formation ou un formateur peut aussi être l'expression d'un ressentiment du journaliste formé, à qui on a peut-être un peu tordu le bras et qui a subi finalement une séquence qu'il ne désirait pas, peut-être en lien avec un objectif d'entreprise qu'il ne partageait pas.
Pour répondre au mieux à ces enjeux, les organismes de formation vont donc souvent s'évertuer à répondre justement aux attentes spécifiques qui sont exprimées par les entreprises, vont devoir faire preuve d'agilité, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois dans mes entretiens, dans leur conception et leurs propositions. Ce qui peut leur donner l'impression de devoir faire sans cesse du sur-mesure. Là aussi, le mot est pas mal revenu. Il faut, m'a dit l'un d'eux, s'évertuer à répondre aux attentes des entreprises de presse et des journalistes formés, sachant qu'il ne s'agit pas toujours des mêmes. Parfois, ça amène aussi la sensation au sein des organismes de formation, finalement d'un partage des rôles peu clair entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Certains médias veulent qu'on forme leurs journalistes, ai-je aussi entendu, mais tout se passe comme s'ils voulaient les former eux-mêmes à travers nous. Autre manière de dire que l'exigence d'agilité dont je parlais tout à l'heure peut parfois se transformer en un sentiment, je parle bien d'un sentiment, sachant que chacun, évidemment, voit la situation de là où il est, j'ai entendu le mot aussi d'interventionnisme. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que la mise en place de formation continue ne nécessite pas de cadrage. Évidemment, il y a un cadrage qui est nécessaire et bien légitime. Mais lorsqu'il devient tatillon, particulièrement tatillon, ce cadrage, il n'échappe pas aux organismes de formation que ça peut aussi parfois exprimer une crainte du média. Ça peut avoir un lien avec sa météo interne, l'état de son dialogue social sur certains sujets de formation, ou avec des questions liées à sa zone éditoriale et à ses zones sensibles. À sa ligne éditoriale et à ses zones sensibles. Voilà, pour le premier axe de tension qui me semble vraiment peut-être le plus caractéristique de notre profession. Autre axe récurrent de tension, je vais passer plus rapidement, mais évidemment le temps de formation, le temps que l'on consacre à la formation continue. Quelle durée de formation pour atteindre tel ou tel objectif? Là-dessus, les organismes de formation, grâce à leur expertise pédagogique, qui d'ailleurs ne leur est généralement pas contestée, ont une idée très précise du temps de formation nécessaire, selon qu'il s'agit, pour résumer, de sensibiliser des journalistes à une question, ce qui peut être un premier niveau, ou à la maîtrise d'un outil, mais enfin un premier niveau de sensibilisation, de leur permettre d'approfondir un sujet et de maîtriser pour de bon un outil, deuxième niveau de formation, ou troisième niveau, je dirais, d'acquérir de manière très substantielle des compétences complexes et solides, très vite métabolisables. Là aussi, ces organismes vont être amenés à faire des propositions qui vont cadrer non pas seulement avec le temps de formation qu'elles jugent pédagogiquement le plus adapté, mais évidemment, vous me voyez venir, avec deux autres données essentielles, qui sont le temps sur lequel un journaliste estime pouvoir se libérer ou sur lequel une entreprise de presse estime pouvoir libérer un journaliste sans désorganiser sa rédaction, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le même temps, car quand un journaliste a la chance de voir une entreprise de presse répondre à son désir de formation, il va peut-être parfois trouver que le temps qu'on lui alloue pour cette formation n'est pas à la hauteur de ses espérances. Évidemment, l'autre point qui est en lien direct avec la durée de la formation, c'est le coût de la formation qui, évidemment, là, va nous amener dans le vaste champ des moyens de financement de la formation continue par l'entreprise et ou le salarié à travers, parfois, la mise en place de mécanismes complémentaires de financement. Je ne rentre pas plus avant dans ce sujet-là, évidemment, faute de temps. Là encore, ça nécite de l'agilité et de l'adaptabilité pour les organismes de formation continue, avec parfois le sentiment de leur côté qu'on leur demande énormément sur un temps très contraint. Il faut alors négocier, resserrer la formation, peut-être sur des points plus précis, les deux risques à éviter étant le saupoudrage et le survol, qui pourraient évidemment ensuite être jugés très sévèrement par le journaliste formé. Il est clair aussi que les organismes de formation peuvent aussi parfois avoir l'impression qu'à travers une demande de formation continue, un média peut être tenté de suivre surtout un objectif stratégique lié à son image, un objectif, on va dire, d'affichage. Comme m'a dit une conceptrice de formation, on ne fait pas d'un journaliste un spécialiste du climat en une journée. Et le fait est que parfois, le journaliste formé peut aussi ressentir un peu la même chose, et là, ça se traduit chez lui par de la frustration.
Troisième axe de tension, j'espère que tout le monde ne va pas me tomber dessus au fur et à mesure de la journée, mais enfin c'était un peu même l'objectif qui avait été demandé, qui m'avait été formulé par un certain nombre de membres du comité élargi des États, de la CNMJ, et je ne donnerai pas le nom, mais elle-même se reconnaîtra. Troisième axe, évidemment, alors qui est plus général, qui rejoint évidemment un certain nombre de problématiques qui vont au-delà de la formation continue dans le journalisme, mais qui nous concernent aussi. C'est, je dirais, pour résumer, la complexité croissante du cadre légal et des sources de financement. En tout cas, un vrai sentiment autour de ça. Alors évidemment, ça pèse tout ça sur l'ensemble des acteurs concernés, pas de la même manière. Le journaliste, l'entreprise vont être dans la recherche de ces sources de financement, CPF, AFDAS, dispositif France Travail, etc. Bon, bref, avec la paperasse évidemment qui va avec et dont tout le monde a bien connaissance. Rien de bien surprenant ni de très original dans tout ça, mais ne faisons pas mine de ne pas le voir, parce que ça aussi, ça a des effets du côté des organismes de formation qui doivent aussi savoir, à l'occasion, accompagner ces recherches de financement, tenter de trouver des solutions pour et avec les entreprises, parfois quand ce sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément des DRH très développés, ou les individus concernés. Par ailleurs, ça peut aussi parfois être la source de demandes qui, du point de vue des organismes de formation, sont reçues sur un mode un peu étrange, comme par exemple le fait d'introduire de manière artificielle, sans vraiment une justification pédagogique, une partie de la formation en distanciel. Non pas pour gagner sur les nuitées d'hôtel et les frais de transport, non pas forcément pour gagner sur du temps de formation et les à côté, mais parce qu'un dispositif de financement prévoit qu'il peut être déclenché si il existe au moins une partie de la formation en distanciel. Là, ça peut parfois aussi, il peut y avoir une tension entre la mise en place de dispositifs formels en lien avec une modalité qui, sur le plan pédagogique, n'est pas forcément pertinente. Sauf à être un remarquable expert, il est souvent compliqué de connaître à l'avance toutes les possibilités de financement proposées par un OPCO par rapport à un projet. Il est souvent, finalement, l'expérience le montre, plus rapide d'appeler l'OPCO et d'expliquer à un conseiller la nature globale du projet, et pour pouvoir se voir orienter vers telle ou telle subtilité qui permette de déclencher tel ou tel type de financement. Il y a des pots d'argent qui sont mobilisables de telle ou telle manière, et ça reste un maquis. Autre sujet de complexité, mais je vais accélérer sur ces sujets-là, et j'imagine qu'à un moment ou à un autre, il en sera de nouveau question dans la journée, la généralisation des règles de marché concernant la formation continue, et donc des procédures d'appel d'offres dont les cadres de réponse, évidemment, tous ceux qui s'y confrontent le savent, sont lourds, complexes, très techniques, très chronophages, et ça demande pour les organismes de formation une expertise accrue. Alors, c'est une difficulté supplémentaire pour un certain nombre de ces acteurs de la formation continue, qui ne sont pas des structures commerciales, et à l'exemple de certains acteurs de formation initiale au journalisme qui font aussi de la formation continue. On m'a dit il faut avoir les reins de plus en plus solides pour être en situation de répondre aux appels d'offres, sans garantie bien sûr de remporter le marché. Activité coûteuse donc que de répondre aux appels d'offres, chronophages, et qui finalement, en dépit de toutes ces vertus évidemment, sur lesquelles je ne reviens pas, elles sont évidentes, mais qui pourraient amener à un certain appauvrissement finalement de l'offre de services en réduisant son périmètre à quelques acteurs dominants, alors que de nombreuses offres pédagogiques pertinentes et financièrement compétitives pourraient par ailleurs exister. Dernier point de complexité, mais je serai encore plus bref que sur le reste, la question de France Compétences, la question en général des certifications, mais celle de France Compétences requiert toute notre attention, puisque évidemment la question de l'inscription au registre de formation, pour ceux qui ont pu entrer en contact avec cet organisme, au doux nom pétainiste, m'a-t-on fait remarquer hier d'ailleurs, c'est un organisme qui manque d'interlocuteurs, qui a des attendus peu explicites, qui par ailleurs a des règles de fonctionnement assez opaques et des délais de traitement démesurément longs.
Donc évidemment, tout ça s'impose à certains acteurs de la formation continue comme un Himalaya, et d'une démarche qui à l'origine visait sans doute à simplifier un maquis, à mettre de l'ordre dans un secteur de la formation continue où le pire pouvait côtoyer le meilleur, on a abouti aujourd'hui à une situation qui empêche parfois la saine expression d'une offre pédagogique pertinente et qui peut occasionner un important manque à gagner des organismes de formation continue par ailleurs. Amène aussi à l'essentiel, c'est-à-dire à l'humain, qui a surgi lors d'un échange que j'ai pu avoir ces derniers jours avec une de mes interlocutrices. Une action de formation continue, évidemment selon les sujets, mais peut aussi être un moment où s'expriment des difficultés professionnelles qui peuvent même aller jusqu'au partage d'un mal-être. Bien sûr, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer pour les formateurs, mais qui disent quelque chose aussi de l'état de notre métier. Au-delà des attentes, des contraintes ressenties, des axes de tension dont je viens de parler, la formation continue, parfois aussi, peut offrir un espace précieux de libération de la parole entre pairs, finalement un espace plutôt rare dans notre sphère professionnelle, où on a vite peur que la formulation d'une difficulté soit interprétée comme un aveu de faiblesse. Combien de formateurs ont dû, à un moment ou à un autre, gérer un de ces instants où une formation flirte avec le groupe de parole, sans toujours mesurer ce qui se jouait là pour les participants, ou parfois en le mesurant trop bien. Mais surtout, sans toujours mesurer le bénéfice que cela pouvait apporter à ses participants. Bénéfice évidemment secondaire par rapport aux objectifs de la formation, mais non moins essentiel. Il y a là peut-être quelque chose à ne pas négliger tout à fait, pour peu que les entreprises, les journalistes et les organismes de formation continue sachent se prêter, en certaines circonstances, une oreille un peu plus attentive. Je vous remercie.